Ok, bonjour à tous. Alors, je me substitue à un de mes collègues qui aurait dû faire la présentation à ma place, donc on va quand même d'abord lui rendre hommage, Jacques Roussel, qui malheureusement n'a pas pu se rendre parmi nous aujourd'hui, qui a fait quasiment l'intégralité du projet qui va migrer, je l'espère, la semaine prochaine. Donc je suis accompagné de notre client qui s'appelle donc Olivier de France Université Numérique et de notre fournisseur de cloud, qui est Jean-Luc Ardouin de chez CloudWatt, qu'on appelle Orange Cloud for Business. Alors, on va faire une petite présentation en 8 ans. On vous présentera rapidement ce qu'est Objectif Libre, les enjeux aujourd'hui du projet, pourquoi on a pris ce choix d'architecture dans un mode cloud, comment on a vraiment réussi à migrer ce projet, l'approche qu'on aura choisie pour mettre en place les nouvelles mises en production rapides et efficaces, donc ce qu'on appelle une approche blue-green, comment aujourd'hui on a vraiment mis en place cette approche cloud en full automatisation, à la fois avec du Packer, du HIT et du Ansible, et on terminera sur la partie sécurisation, où on utilisera une solution qui s'appelle Vault de HashiCorp. On vous expliquera pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette solution, et on essaiera de conclure. Donc je vais passer la main à Olivier, qui va vous présenter... alors c'est vrai que j'aurais pu présenter rapidement Objectif Libre, excusez-moi, j'ai été trop rapide, voilà, c'est l'émotion. Donc Objectif Libre aujourd'hui, c'est une société de services en logiciel libre dont le siège est basé à Toulouse. On est 17 salariés, avec une très belle croissance cette année, 215% de croissance sur 3 ans. 14% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti en R&D. J'insiste, c'est important, les gens chez nous peuvent vraiment contribuer et travailler sur les projets open source. Et près de 3500 personnes qui sont formées, et un prix cette année qu'on a eu la semaine dernière au Paris Open Source Summit, qu'a eu Christophe Sautier, qui est au fond de la salle, pour le meilleur entrepreneur de l'année des sociétés de services en logiciel libre. Donc ce qu'on fait rapidement, on accompagne les clients dans une stratégie cloud, c'est assez pompeux, mais c'est vraiment notre travail, à la fois en mode conseil, audit, mise en œuvre du projet, mais aussi en phase donc de build et de run, et on termine effectivement sur la partie formation, dont sont toutes les briques qu'on trouve, OpenStack, Ansible, Docker, voilà, un petit peu tout cet écosystème qui nous réunit tous aujourd'hui. Quelques listes de clients, on ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, que ce soit à la fois des PME ou des grands comptes, nous font confiance. Donc ce coup-ci, je vais vraiment passer la main à Olivier, qui va vous présenter ce qu'est France Université Numérique. Bonjour, donc je vais vous présenter un petit peu le contexte, donc ce que représente France Université Numérique, qui est une plateforme de cours en ligne, créée à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2013, qui voulait rattraper en fait le retard de la France en termes d'apprentissage en ligne. Ils ont mis sur pied une petite équipe qui a pérennisé en fait le projet. Les premiers cours ayant démarré en 2014, on a mis en place une structure dédiée pour faire face aux nouveaux usages et à la croissance. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est un franc succès, puisqu'il y a plus de 200 cours sur la plateforme, 375 sessions ont été jouées, puisque des cours sont joués plusieurs fois. Plus de 2 millions d'inscriptions, ce qui correspond à peu près à 800 000 utilisateurs, en fait 800 000 comptes créés sur la plateforme. Et donc les contenus sont créés par 80 à peu près universités qui sont des établissements d'enseignement supérieur français. Donc c'est une plateforme qui est ouverte à tous, qui produit des MOOC qu'on dit Massive Open Online Courses, par les universités, pour les universités françaises. D'accord. Donc on voit un petit peu ces cartographies intéressantes pour voir qui accède, qui sont nos utilisateurs en fait. Et ce qui est intéressant de noter sur cette slide, c'est qu'il y a une partie significative de nos utilisateurs qui viennent du continent africain, donc plus de 17%. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça va être un enjeu pour nous de nous développer. Cette plateforme est hébergée aujourd'hui dans un data center de l'écosystème du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui voulait avoir la maîtrise totale de leurs données. Ça devait être hébergé sur le territoire français. On a acheté notre propre matériel, donc du hardware. Donc tout ça qui est managé dans le data center. On voit que on va sans doute. Donc il y a des problèmes de connectivité en Afrique, par exemple, en Asie. On voudrait
donc trouver une proposition, un mode d'hébergement qui nous permette de faire face à ces, de donner un service à ces utilisateurs qui soit de meilleure qualité. Par ailleurs, on développe aussi de nouveaux usages. Donc, on a une plateforme publique qui est la plateforme qu'on appelle FunMOOC, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi des modes hybrides d'apprentissage. Donc, les universités sont demandeurs de classes inversées. Typiquement dans un mode dans lequel les étudiants, donc sur place, sur site, suivent un MOOC et ensuite en discutent en présentiel sur place. Donc on va faire des plateformes dédiées, une petite déclinaison de plateformes en dehors de cette plateforme avec des marques blanches également. Il y a des organismes du privé qui sont intéressés pour avoir leur propre marque affichée plutôt qu'une marque fun pour dispenser des cours à pour leurs propres employés. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre... Voilà, donc je le disais dans les enjeux de la migration, pourquoi on a voulu migrer vers le cloud, donc à partir de ce data center et tout ce hardware, donc faciliter l'instanciation de nouvelles plateformes. Ça aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est très facile à faire sur notre infrastructure. Donc c'est typiquement avec on n'a pas mis en place d'orchestration réellement dans un data center. Sur le cloud, on va pouvoir mettre en place des solutions qui vont nous permettre de répliquer certaines architectures beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut le faire aujourd'hui. On veut aussi mettre un focus sur le développement plutôt que sur la gestion d'infrastructures. On a une petite équipe, et quand on gère du hardware, faut recruter des compétences spécifiques. Et notamment quand on doit assurer un service de qualité 24 heures sur 24 avec une haute disponibilité. Donc ça pose des problèmes de ressources humaines, clairement. Et on préférait se focaliser sur le développement d'applications plutôt que sur la gestion de firewall ou de baies de stockage. Donc les promesses généralement admises sur le cloud également, ça je vais passer assez vite dessus, mais bon, la mise à l'échelle, on s'aperçoit qu'on a une utilisation sur le site qui est plutôt saisonnière. Donc ça va nous permettre à la fois de scaler, donc d'augmenter la capacité pour faire face à des pics de croissance, mais aussi de réduire un petit peu la voilure quand on a des pauses au mois d'août par exemple, quand il y a beaucoup moins de MOOC produits sur la plateforme. Donc c'est ce qu'on attend typiquement. La robustesse, c'est la haute disponibilité. Bon, je vais passer assez vite dessus. C'est aussi une promesse généralement admise. Bon, c'est prouvé aujourd'hui. Un PRA, passer sur le cloud nous permettra également de disposer de plusieurs data centers. Aujourd'hui, on a vraiment un seul data center. Si quoi que ce soit arrive, un incident, on ne sait pas redémarrer ailleurs, on ne sait pas remettre le service. Donc ça, c'est une promesse du cloud qu'on attend d'être réalisée avec impatience, puisque typiquement, on pourra mieux dormir la nuit si on sait redémarrer ailleurs. Donc l'extension géographique aussi, donc on a vu sur la petite carte tout à l'heure qu'il y avait un usage assez significatif sur le continent africain. Et donc, par des dispositifs de CDN ou autres, ou même mise en place de data center, on pourrait imaginer que le cloud aide à satisfaire ses besoins. Là, c'est plus moi, mais alors, je vais donc peut-être une introduction sur CloudWatt. Pourquoi on a choisi CloudWatt? En réalité, c'est le marché d'État. C'est le cloud d'État aujourd'hui. Donc, dès qu'on a eu la possibilité d'avoir accès à une offre de cloud,
on s'est jeté dans la brèche et donc on a invité CloudWatt et qui va nous décrire cette... Merci beaucoup Olivier. Donc on va passer la main à Jean-Luc Ardouin, qui va nous présenter rapidement effectivement ce qu'est CloudWatt. Très rapidement, puisque l'essentiel c'est de vous donner le retour d'expérience de ce cas d'usage. Petite page de pub donc pour l'offre CloudWatt qui est issue de l'entreprise CloudWatt qui est connue pour avoir construit un OpenStack dans un modèle de cloud public avec une consommation à l'usage, une exposition sur Internet. Donc nous, Orange, qui construisons donc cette offre CloudWatt basée sur un OpenStack qui est notre OpenStack, avec un travail d'ingénierie, puisque on choisit, on fait notre travail d'intégrateur OpenStack sur la base du trunk. On produit un catalogue, un portfolio qui est assez exhaustif et qui va permettre donc à des applications. Et on considère que l'application Fun est extrêmement démonstratrice à cet effet, donc qui tire parti de ce catalogue de services, donc des choses que vous connaissez probablement, du compute, tout ce qu'il y a de plus simple, du réseau virtuel. Alors là, il y a des spécificités qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent de construire des choses, des architectures notamment d'hybridation ou de réseau privé grâce à notre réseau, notre SDN Open Contrail. Et puis voilà, un catalogue surtout qui est prévu pour que vous soyez vous utilisateur en self-service avec un focus très poussé sur ce que Fun évoqué là, c'est-à-dire une capacité à être flexible, à être scaling, puisque vous avez la main. Et vous pouvez interagir via des API qui sont tout à fait standards. Donc la promesse est assez simple dans le monde d'OpenStack, mais mérite de démontrer qu'on sait faire des choses en production. Ensuite, de manière plus précise, comme vous l'avez vu, donc Fun avait besoin d'un certain nombre de prérequis. Donc il a profité de ce qu'on appelle le marché de l'État. Donc on a été référencé par l'État pour être fournisseur de cloud public et qu'on soit consommé dans un contexte souple et flexible par tous les projets issus de l'État. Donc voilà, Fun se situe dans ce contexte-là. On a ce qu'il faut dans le portfolio, ce qu'il faut en termes d'API, ce qu'il faut en termes de caractéristiques pour motoriser le projet Fun, mais aussi on a donc une architecture qui permet à la fois d'être exposé sur Internet par le biais de 4 points de présence et d'aller chercher du trafic avec un maximum d'assurance. Et ensuite, on va chercher 2 régions OpenStack qui sont situées sur des data centers d'Orange, une en Normandie et l'autre en région parisienne. Et c'est là qu'on va pouvoir bâtir, quand l'application repose sur des composants qui le permettent, et sur une architecture plus une industrialisation de cette architecture, on va pouvoir bâtir des applications extrêmement résilientes en haute disponibilité. Donc la nécessité d'offrir à Fun un PRA était relativement simple à implémenter chez nous. Voilà, donc sur cette base, finalement, vous allez avoir accès par le biais d'une console ou des API à tout le portfolio OpenStack standard pour provisionner avec un orchestrateur et donc un ensemble d'outils que le retour d'expérience que Brice va nous faire va exposer comme étant nos points forts. Je pense que vous allez pouvoir apprécier ensuite le travail qui a été fait sur la base de cette infrastructure. Merci beaucoup Jean-Luc. Bon, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Comme on vous l'a présenté tout à l'heure, une infrastructure qui était basée sur effectivement du VMware, pas vraiment dans une approche cloud, dont l'objectif était de la rendre scalable, d'augmenter la tolérance de panne et d'exploser toutes les briques. Le produit s'appelle OpenEDX. C'est un produit aujourd'hui qui est utilisé massivement dans le monde pour faire des cours en ligne.
Pour vous citer comme exemple, le MIT à Boston utilise cette solution. Vous pouvez donc la télécharger, c'est un produit 100% open source et vous pouvez donc la déployer. C'est SCAF et Fun. Ils ont pris cette brique open source et ils l'ont adaptée en fonction de leurs besoins et ont créé un portail basé donc sur cette application qui s'appelle OpenEDX. Alors si on regarde mon schéma, qui est pas très lisible, mais on va faire au mieux. On a découpé les différents services d'un OpenEDX. Alors, on va retrouver en entrée, en amont, on va utiliser le load balancer de CloudWatt. Alors, pourquoi derrière, j'utilise un HAProxy qui fait un petit peu le même travail. On avait effectivement, en termes de fonctionnalité, besoin d'avoir les terminaisons SSL qui n'étaient pas fournies dans la dernière version du LB de CloudWatt. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un HAProxy. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer ce qu'on appelle une approche blue-green. Alors, attention, tout à l'heure, j'ai rejoint ma présentation avec un de mes collègues qui m'a dit, est-ce que le blue et le green sur ce schéma, ça correspond au blue-green que je vais vous présenter tout à l'heure? La réponse c'est non. C'est un choix arbitraire, j'ai pris du bleu, j'ai pris du vert, j'aurais pu prendre du rose ou du jaune. Donc vous vous fiez pas aux flèches. Les couleurs c'est vraiment pour associer les briques de service. Donc derrière ce HAProxy front, on va avoir la partie front web avec le DX Worker, le e-commerce qui vous permet de payer, parce qu'on a dit que c'était des cours gratuits, mais il n'y a pas que des cours gratuits, il y a aussi des cours payants. Donc on peut payer ses cours. L'intégralité des cours vont être stockés sur un partage NFS, un cluster FS, et derrière on va retrouver, hormis la partie forum qui permet de discuter dans ces cours, parce que vous avez des profs, mais vous pouvez aussi échanger avec eux sur un forum, c'est interactif. Vous avez après toutes les briques de back-end de stockage. On va retrouver pour la partie moteur de recherche de l'Elasticsearch, la partie fil de message, le RabbitMQ et du Memcache, et en back-end, NoSQL, on va retrouver un cluster de Mongo et un cluster MySQL. Donc l'intérêt que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment éclaté tous ces services. On les a mis vraiment dans un mode scale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le disait Olivier, lors des rentrées des classes au mois de septembre, on va avoir énormément d'utilisateurs qui vont venir se connecter à cette plateforme. On doit être capable de pouvoir encaisser cette charge. On doit être capable de pouvoir faire scaler à l'horizontale toute cette infrastructure de façon complètement automatisée sans qu'il y ait quelqu'un, un administrateur derrière, qui redémarre des VM à la main. L'approche cloud, c'est une approche vraiment full automatisée. On va utiliser les briques que vont nous fournir un OpenStack, que ce soit du 8 pour le déploiement de l'infrastructure, mais pas que. On va aussi utiliser des briques telles que Ansible pour provisionner les instances, ou, je vais vous montrer tout à l'heure, Packer pour créer nos images vraiment dans une approche full cloud. Alors, j'ai une démo, donc on va espérer que l'effet démo va fonctionner. Alors, l'objectif de cette démo, c'est de vous montrer comment on va passer de la version N, donc je vais vous expliquer ce qu'est le blue-green, à la version N+1. Donc, je vais lancer, comme ça je vais continuer à parler, un build avec donc notre outil qui s'appelle Jenkins. L'intérêt, c'est de redonner la main. Ce projet, c'est un projet tripartite. D'un côté, on va avoir un fournisseur de cloud qui va être CloudWatt, Orange Cloud for Business. On va avoir un client qui va être Fun, qui va faire, lui, le développement, les mises à jour de cette solution. C'est une solution qui vit. Et derrière, vous allez avoir donc Objectif Flip qui va s'occuper du maintien en conditions opérationnelles de cette plateforme. Nous, aujourd'hui, on ne se substitue pas au développement. Les développements vont être faits par les développeurs. On leur rend la main et on veut qu'à chaque fois qu'un développeur va mettre une nouvelle version en prod, qu'on puisse s'affranchir de tous les mécanismes et de la rendre rapidement en ligne et de s'affranchir de toutes les erreurs humaines qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser cette approche blue-green où on va pouvoir passer d'une version à une autre. Alors avant de lancer ma démo, je vais vous expliquer un tout petit peu plus en profondeur effectivement comment ça s'est passé. Tout d'abord, on a été confronté à une stratégie de migration. On a 3 backends, je vous en ai expliqué tout à l'heure, un backend MySQL, du Mongo et la partie cluster. Le MySQL, on avait la contrainte de data, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement pouvoir faire transiter 200 gigas de données. Donc on s'est posé plusieurs questions et on est arrivé à une conclusion de se dire que l'approche master-slave était à notre goût, c'est peut-être pas la meilleure approche, mais une approche qui aujourd'hui allait fonctionner. On a mis en place un tunnel VPN entre le data center de Fun et CloudWatt, et on fait de la réplication master-slave. Aujourd'hui, c'est près chez nous, c'est en slave, donc le jour J, lorsqu'on va basculer, alors vous le savez, vous allez savoir tous en primeur, la semaine prochaine ça passe en prod. Le jour où ça va basculer, on n'aura effectivement aucun delta du fait qu'on est sur une approche master-slave. Sur le Mongo, on avait moins de data, on est passé sur une approche vraiment sauvegarde incrémentale, on va faire un Big Bang, et le jour J, on fera juste le différentiel. Et sur la dernière partie, le cluster, ayant une toute petite volumétrie 4 à 5 gigas, on va utiliser un mécanisme, on va utiliser juste AirSync, qu'on lancera la nuit, et on pourra copier toutes ces données. Donc ce qu'il faut retenir sur cette migration, c'est qu'on va avoir vraiment une migration maîtrisée et contrôlée. On ne peut pas se permettre d'avoir une interruption de service en dessous de 4 heures. C'est la contrainte de notre client. Aujourd'hui, voilà, le service doit continuer. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix en termes de stratégie de migration. Alors, je vais pouvoir lancer ma démo, mais je vous explique rapidement ce qu'est le blue-green.
aujourd'hui, dans les infrastructures, lorsque vous les déployez, vous ne pouvez plus vous permettre d'arrêter une production. On peut prendre des exemples de grands sites e-commerce dans le monde. Si Amazon arrête sa production pendant quelques secondes, ils perdent des millions de dollars. Alors, on n'en est pas là avec Fun, mais un jour, on le sera peut-être. Mais aujourd'hui, pouvoir faire des mises en production sans interruption de service et aussi faire un rollback quasi instantané, parce que vous avez mis en prod une production, vous avez mis en prod une nouvelle version, et cette nouvelle version, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas bien passé, ou il y a une partie des pages qui se chargent mal, donc vous avez besoin de faire un rollback instantané. Cette approche Blue-Green va pouvoir vous permettre de rollbacker aussi instantanément que vous avez pu mettre en prod. Donc vous allez pouvoir rejouer, effectivement, donc on va utiliser des mécanismes qui sont disponibles à travers CloudWatt, donc on va utiliser HIT, qui est un mécanisme qui vous permet de déployer de l'infrastructure à la demande, et si malheureusement, lorsqu'on a mis en prod une nouvelle version, on voulait rejouer l'ancienne, on va pouvoir relancer notre job Jenkins pour récupérer la version de -1. Alors, il y a un prérequis, s'il y a un changement de schéma de base de données entre la version N et la version N+1, on ne pourra pas faire de rollback. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir vraiment des maps qui vont être automatisé et contrôlé. Et si on rentre plus en détail dans ce que va nous faire notre Blue-Green, j'ai dit tout à l'heure qu'on rendait la main à nos développeurs. Donc les développeurs, ça va être les gens de chez Fun. Le développeur, il va pousser sur le Git, il va pousser son nouveau code. Automatiquement, on va avoir un playbook il va avoir une image qui va être buildée par Packer. Je vais expliquer un peu plus en profondeur ce que fait Packer. Et au lancement de cette image, il va y avoir un playbook qui va nous permettre effectivement de créer cette nouvelle image et de lancer toute la pile de CD dans Jenkins. Alors, au démarrage, la semaine prochaine, on a préféré faire des maps semi-contrôlées parce que on ne sait pas un peu encore comment la plateforme va se comporter. Donc, au démarrage, ce ne sera pas full auto du début jusqu'à la fin. Il y aura quand même quelques parties qui vont être manuelles. Et donc, ce que je disais, c'est Ansible qui va nous permettre de passer de cette version N à cette version N+1, tout en pouvant faire des rollbacks quasi instantanés en rejoignant des playbooks Ansible. Ce qu'il faut retenir en termes de bonnes pratiques, c'est tout à l'heure je disais, on est vraiment dans une approche cloud, on va toujours partir d'une image vierge, soit en 12, soit en 16 pour de la Ubuntu, c'est ce que nous impose aujourd'hui l'éditeur OpenADX, et le fait de partir toujours avec ces mêmes images et de construire et de rajouter des choses sur ces mêmes images, on est sûr d'avoir des images identiques, que ce soit pour la prod ou la pré-prod. On a tous eu ces problématiques et ces contraintes de se dire, j'ai des images en prod, j'ai des images en pré-prod, c'est pas les mêmes, j'ai des effets de bord. Aujourd'hui, cette approche de pouvoir faire du Blue-Green, de passer d'une image, d'une version N à une version N+1, ça nous a franchi de cette contrainte-là. Ce qui n'est pas encore complètement terminé, c'est la définition des politiques de gestion des versions N-1. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mettre en ligne des nouvelles versions au fur et à mesure, mais quid des anciennes versions? Aujourd'hui, on n'a pas encore décidé avec le client combien de versions on allait garder pour pouvoir les rejouer si on voulait faire différents rollbacks. Donc maintenant que je viens de vous expliquer l'approche Blue-Green, je vais pouvoir lancer ma démo. Donc ce que je vous explique rapidement, alors c'est pas extraordinaire, mais donc là on a une page où on va retrouver donc notre plateforme Fun et on va retrouver notre version, ce qui est très important parce que c'est la seule chose qui va changer dans ma page. Vous voyez, nous sommes en version 95. Donc je vais simuler un développeur qui met en place et qui développe et qui me rajoute effectivement du code. Je vais lui demander de me fournir un tag, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'il tague sa nouvelle version qu'il va lancer de code qu'il aura mis en place, et je vais demander effectivement, je vais lancer, voilà, c'est l'effet démo, super, le mot de passe revient, ouais, le fichier. Alors, EDX, le fichier, voilà, j'ai l'effet démo. Alors, on va revenir, build parameter. Et pourquoi j'ai pas le fichier? Vous voyez, c'est l'effet démo. Ajouter, alors on va se reconnecter. Fun deploy. Voilà. Voilà. Merci Flavien qui est au premier rang, qui me sauve la vie. Voilà, donc je viens de lancer mon build Jenkins, donc je vais pouvoir continuer à vous parler de mon retour d'expérience et on reviendra après sur cette partie-là. Donc je vais expliquer l'approche Blue-Green. Maintenant, je vais expliquer comment nous, aujourd'hui, on a utilisé une solution qui s'appelle Packer. Pourquoi on utilisait Packer? C'est pour faire du build d'image. Alors,
ce qui va se passer, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, on va toujours partir d'une image, soit de la Ubuntu 12, soit de la Ubuntu 16, c'est ce que nous a préconisé l'éditeur, et on va pouvoir donc démarrer une image et la provisionner avec des paramètres. Donc ça va nous permettre d'installer les services, de déployer le nouveau code, mais attention de jamais de configurer la VM. On n'est pas là dans la configuration, mais on déploie. L'intérêt, c'est qu'on va avoir un déploiement identique. C'est-à-dire que toutes les images que je vais builder avec Packer, que je les déploie sur un environnement de prod ou que je les déploie sur un environnement de pré-prod, j'aurai toujours mes mêmes images sources, donc je vais m'affranchir de ces contraintes-là. Après, donc je vous l'ai dit, ça va démarrer Packer, au démarrage de Packer, on peut passer des scripts shell comme on peut passer des playbooks Ansible. Et lorsque je vais avoir terminé, il va donc éteindre ma VM, il va en faire une image au format QCO2. QCO2, c'est le format d'image qu'attend un OpenStack. Et ma nouvelle image, donc, qui est issue du code que m'a poussé mon développeur, elle est prête. Et je peux lancer mon déploiement Bluegreen, ce que je viens de vous lancer à l'instant. Donc si je récapitule, je vais pouvoir vraiment maîtriser la construction de mes images avec cette approche Bluegreen. Je vais pouvoir m'affranchir s'il y a des problématiques et je vais pouvoir rollbacker rapidement sur une version N-1. Et c'est pour ça que j'ai utilisé aujourd'hui, Packer. Toujours dans l'approche industrialisation, on utilisait le module Ansible. Alors Ansible aujourd'hui nous permet de générer les images via Packer, ce que je viens d'expliquer à l'instant, mais pas que. Il va pouvoir nous permettre de générer tous les setups des backends, les backends de base de données que je vous ai montré tout à l'heure. Mais aussi va permettre de gérer la configuration via Cloud Init, que ce soit les adresses IP, les DNS, la supervision, la gestion des logs. Alors Cloud Init, au démarrage de vos instances, c'est ce que vous pouvez passer directement au démarrage de votre VM. Alors vous pouvez lui passer des commandes Linux, vous pouvez lui passer du apt-get si vous voulez installer des paquets, mais vous pouvez lui repasser énormément de choses, énormément de config au démarrage de cette machine. Donc lorsqu'on a utilisé nous Ansible, c'était vraiment dans un gain de temps et pour que ce soit plus facile à rejouer et surtout maîtriser et s'affranchir des erreurs. Donc on a couplé Packer, Ansible, et pour que la boucle soit bouclée, on a utilisé Hit pour déployer l'intégralité de l'infrastructure. Tout à l'heure, je vous ai montré un schéma. On a fait un choix de découper ça en 6 stacks. Alors pourquoi 6 stacks? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas une? Dans l'approche Bluegreen, lorsqu'on va vouloir redéployer, il a fallu qu'on fasse des choix au niveau de l'architecture. Et pour que ce soit plus simple à rejouer, que ce soit plus facile et beaucoup plus évident, on l'a découpé en 6. La première va vraiment nous gérer la partie Security Group. Donc dans un OpenStack, c'est la partie qui vous permet de gérer toute la partie sécurité comme si c'était du firewalling. La partie réseau va être gérée aussi dans cette stack. Ensuite, on aura une stack backend, on va retrouver le Mongo, le MySQL, le Gluster et l'Elasticsearch. On va avoir une stack qui est vraiment la stack front web, où on va retrouver EDXApp et Worker, qui sont les modules LMS et CMS du produit OpenEDX. Une stack front qui va être fondamentale lorsqu'on va faire nos approches Bluegreen. À chaque fois, je vais redéployer une nouvelle version. Si je redéploie une nouvelle version, là, ce que j'ai fait d'EDXApp, il va me redémarrer 2 instances EDXApp, il va me redéployer un load balancer juste devant, et automatiquement, ma compte dans mon HAProxy, si vous vous souvenez de mon schéma, va me rerouter le trafic sur cette nouvelle version qu'on va appeler la nouvelle version N+1. Ensuite, on aura une stack qui sera dédiée au e-commerce et une stack qui sera redédiée au forum. Donc c'est plus rapide à déployer, c'est plus facile vraiment à updater. Alors on va regarder si effectivement, bon, c'est pas complètement terminé, ça tombe bien, j'ai pas terminé mes slides. Alors, on a fait un dernier choix technologique, on a utilisé la solution qui s'appelle Vault d'HashiCorp. Alors pourquoi on a utilisé Vault? La question qu'on s'est posée, c'est comment passer de manière sécurisée les mots de passe des DB aux instances. La première solution, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on aurait pu utiliser Cloud Init. Au démarrage, on aurait utilisé dans les user data, on aurait passé les users et les mots de passe. Néanmoins, avec un simple curl, on aurait récupéré en clair ces users mots de passe. Donc en termes de sécurité, c'était quand même pas terrible. On a utilisé donc Vault de chez HashiCorp, qui est un système de coffre-fort qui fonctionne avec des tokens. Donc en fait, lorsque l'instance va démarrer, elle va récupérer un token. Si elle récupère ce token, elle va récupérer les secrets dans ce token, elle va avoir ses mots de passe. Si ce token n'est pas utilisé, pour l'instant, on a décidé qu'on lui donnait une validité d'1 heure. Et au bout d'1 heure, le token sera inutilisable et on ne pourra pas récupérer ses mots de passe. Dans le token, les mots de passe sont chiffrés. Donc de bout en bout, l'instance, lorsqu'elle va démarrer, elle va récupérer donc, ses secrets à travers ce token de façon sécurisée et surtout de façon chiffrée. Donc on a vraiment sécurisé l'envoi des mots de passe à travers la solution de Vault d'HashiCorp. Alors, est-ce que c'est terminé? Je ne sais pas. On va vérifier quand même. Donc j'étais en 0,95 ici. Oh là là, c'est même pire que tout, c'est l'effet démo. Bon, on va le laisser terminer parce qu'il n'a pas dû terminer. Oui, effectivement, il n'a pas terminé. Alors, il me reste encore une slide pour tenir. Que retenir? Alors, en 3 mots, automatisation,
cloud et blue-green. Alors, on a vraiment eu cette approche de se dire, on était dans une infrastructure vraiment traditionnelle, une approche avec du VMware. Alors, c'est pas quelque chose qui était mauvais en soi, mais on voulait avoir quelque chose qui puisse se scaler. Donc, la contrainte était d'avoir quelque chose d'automatique. Parce que pouvoir faire grossir une infrastructure à la volée, à la demande, en fonction de pics de trafic et d'utilisateurs, l'automatisation est quelque chose de fondamental. On est vraiment passé d'une infrastructure qui n'était pas du tout automatisée à une infra full automatisée, avec du 8, du Packer et du Ansible. La seule chose qu'on n'a pas rendu complètement full auto aujourd'hui, ce sont les mises en production. Voilà. Sur les mises en production, le développeur va taguer sa mise en production, va lancer effectivement, va committer son code, et nous après, c'est nous qui appuierons sur le Jenkins pour faire les MEP. Aujourd'hui, on a fait ce choix-là parce qu'on voulait les maîtriser. C'est le début, et donc on préfère encore maîtriser les MEP. L'approche cloud, donc on est vraiment passé dans une approche où on part toujours d'une même image. Alors c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, de se dire, de s'affranchir des problématiques de packaging, de s'affranchir des problématiques qu'on va rencontrer lorsqu'on va builder des images, en partant toujours de la même, en ayant toujours les mêmes mécanismes et les mêmes workflows pour déployer des images, vous vous affranchissez de toutes les problématiques. Et c'est fondamental lorsque vous voulez scaler des infrastructures. Et puis en dernier point, vraiment cette approche blue-green, on va avoir, alors peut-être que ça va s'intensifier, mais ce qui est annoncé, c'est d'avoir à peu près une MEP par semaine. On pourrait, avec l'infrastructure qu'on a mis en place, faire plusieurs MEP par jour. Aujourd'hui, on est capable de le faire. C'est pas les outils qui nous gênent, on a mis en place toutes ces infrastructures, tous ces workflows pour pouvoir faire des MEP très régulières et surtout pour pouvoir rollbacker si on a un incident sur une MEP. Donc c'est fondamental d'avoir mis en place cette approche blue-green qu'on trouve aujourd'hui dans énormément de déploiements dans le cloud. Ce qu'on peut retenir comme enseignement, l'automatisation c'est bien, mais ça nécessite une connaissance globale de toute l'infrastructure et de tous les workflows. Demain, on a une équipe qui va faire le run chez Objectif Libre. On ne va pas mettre n'importe qui sur le run, on va être obligé de former les gens, on va être obligé de leur expliquer l'intégralité de la plateforme, comment elle fonctionne, quels sont les mécanismes, quels sont les workflows qu'il va y avoir. Lorsque vous allez avoir un incident qu'il va falloir débugger, si vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne, que c'est du Packer qui vous lance une image dans laquelle il y a du Ansible, que l'image va se provisionner, va récupérer son secret sur un Vault, vous êtes incapable de pouvoir effectivement débugger et analyser. Donc, l'automatisation, c'est bien, mais effectivement, une connaissance importante de la plateforme est fondamentale. Et on peut le dire, on l'espère, que c'est vraiment une approche ROI réussie. Certes, la partie build nécessite de l'investissement, du temps homme. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un projet qui a réuni à peu près 150 jours hommes pour mettre en place toute la phase de build. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va offrir beaucoup plus de sérénité aux équipes de run qui vont pouvoir se concentrer sur d'autres projets. Donc on va dire qu'aujourd'hui, les équipes qui étaient chez Fun, qui faisaient à la fois du run et qui faisaient à la fois du build, vont vraiment maintenant pouvoir se concentrer 100% sur la partie développement et vont être beaucoup plus sereins parce que la plateforme va être maîtrisée de bout en bout. Alors, je l'espère, pouvoir passer sur ma démo, ou pas du tout, ou j'ai pas de chance. Ah oui, c'est vraiment l'effet démo. Alors, je suis bien passé en V96, donc j'ai pas tout faux, j'ai pas tout mort. Donc, les erreurs du dessous, c'est pas très très grave, c'est pas ça qu'il faut retenir. Donc, en conclusion, il faut savoir rebondir. En conclusion, donc on vient voir, donc j'étais tout à l'heure dans la version 95, j'ai mis en place, donc j'ai lancé un job Jenkins qui m'a construit, donc mon image avait été construite par Packer, elle a récupéré toute sa configuration à l'aide d'Ansible, la stack a été déployée par HIT, et je viens de passer de la version 0.95 à la version 0.96, automatiquement, tout ça à l'aide de Jenkins. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un retour d'expérience important et intéressant de se dire qu'on peut porter des applications dans des solutions de cloud public telles qu'OpenStack, ça fonctionne, ça marche, sur des providers tels que CloudWatt. Et aujourd'hui, nous, on a confiance dans ces produits-là parce qu'on va nous-mêmes faire le run de ce projet. Donc on y croit vraiment et on pense que voilà, il y a de l'avenir sur porter les applications dans le cloud, les rendre scalables et répondre sans cesse aux besoins qui sont de plus en plus croissants de gens qui viennent se connecter à des plateformes et de rendre ça complètement automatisé. Voilà, je vous remercie à tous et si vous avez des questions. On gère l'autoscaling avec des autoscaling groups qu'on a choisis nous-mêmes et pour l'instant on ne s'appuie pas sur Ceilometer. Alors la question c'était est-ce qu'on s'appuie sur Ceilometer pour le scaling? Donc aujourd'hui on ne s'appuie pas sur Ceilometer pour le scaling, on a mis en place des autoscaling groups mais pour l'instant on ne s'appuie pas encore sur Ceilometer pour le faire.
code, on fait des tests. Sur la partie tout ce qui est unit test et tout ce qui est test fonctionnel, c'est mis à quel endroit dans le pipeline? Alors, la question, c'est est-ce qu'on fait des tests aujourd'hui pour l'instant? La réponse, c'est pas encore mis dans le pipeline, ça va l'être, mais pour l'instant, on n'a pas encore mis en place les tests dans la partie Jenkins. Mais ça va aller. Ce sera mis à quel endroit Ce sera mis dans le Jenkins. À quel moment? À quel moment? Bonne question, je ne sais pas encore pour l'instant. C'est pas moi qui fais toute la partie infrastructure sur cette partie-là. Je sais pas, une question, peut-être tu sais Flavien? Au build des images. C'est mon joker hein, du premier rang. Non? Oui, donc Flavien dit au build des images. On build toujours. Alors, comment on gère la configuration? Je ne sais pas s'il y a des configurations différentes à appliquer en fonction des environnements, par exemple. Alors, comment on gère les différentes... Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va à chaque fois toujours partir d'une image qui va toujours être la même. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la partie, tout ce qui est sur les services frontaux, ça va être de l'Ubuntu 12, tout ce qui est les services de back-end, c'est du Ubuntu 16. Et à chaque fois, on repart toujours de la même image et on reconstruit l'image via Packer avec ce que nous a été poussé en termes de code par le développeur. Mais à chaque fois, on repart toujours de la même image qu'on a choisie au démarrage, sur lequel on a ajouté ce qu'on avait besoin, mais on changera jamais notre image de base pour construire les images cibles. La question, c'est plus entre prod et pré-prod, par exemple, vous avez la même conf? Entre prod et pré-prod, on a exactement la même conf. Tout pareil. C'est vraiment pour ça qu'on a fait ce choix d'utiliser Packer et d'utiliser toujours les mêmes images pour builder toujours avec la même chose et avoir... J'ai dit que l'approche Blue-Green, c'était comme si on avait deux approches, comme si on avait deux prods en même temps, mais on ne va pas perdre notre esprit qu'on va bien avoir un environnement de dev, un environnement de pré-prod et un environnement de prod. Et dans l'environnement de prod, on a notre approche Blue-Green. Ça répond à votre question? Donc là, ça veut dire qu'à la fin, il n'y a plus rien qui tourne sur les sphères. À la fin, il n'y a plus rien qui tourne sur VSphere. Non, ça tourne effectivement sur du KVM chez CloudWatt. C'est terminé. On me dit, ah, la dernière. Pourquoi Volt de HashiCorp plutôt que Barbican? Jacques Roussel, mon collègue qui était là aujourd'hui, qui aurait dû être là aujourd'hui, aurait dû sûrement vous répondre. Je ne sais pas pourquoi il a préféré Volt d'HashiCorp et pas Barbican. Malheureusement, je suis désolé. Je ne peux pas vous répondre. Non? Tu sais pas toi non plus? Barbican n'est pas chez CloudWatt. Voilà la réponse. Désolé. Merci à tous.